Bonjour et bienvenue à tous. L'événement virtuel d'aujourd'hui fait partie intégrante du colloque de l'association, le colloque annuel de l'Association régionale de soccer Concordia et en est à sa deuxième édition entièrement virtuelle. On est super fiers. Cette rencontre se veut un lieu informatif et participatif, un moment d'échange et de partage dans l'ouverture et le respect de tous. Comme toujours, on est en famille aujourd'hui, tous réunis dans l'effort collectif pour le futur de nos jeunes athlètes féminines et de l'inclusion des filles et des femmes au sein de nos organisations. L'événement d'aujourd'hui sera enregistré dans le but d'en tirer une capsule vidéo pour fin de formation ou d'information. Et c'est pourquoi nous vous demandons donc de garder en note vos interventions pour la période de questions qui aura lieu à la toute fin de l'événement. Je vous invite aussi tous à vous mettre en mode muet afin de préserver la qualité de l'enregistrement et de l'expérience des participants en général. Et finalement, s'il vous plaît, vous assurer d'être bien identifié au moyen de vos prénoms et noms, ainsi que votre club d'appartenance dans le libellé, s'il vous plaît. Merci de votre précieuse collaboration. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'équipe qui a contribué à la production de l'événement L'écosystème idéal pour l'avenir du soccer féminin 2022 vers des résultats concrets. Je me présente, Chantal Légaré, administratrice au sein du conseil d'administration de l'Association régionale de soccer Concordia et responsable de l'atelier du développement du soccer féminin, communément appelé l'ADSF. C'est moins compliqué puis c'est moins long. J'en profite pour vous présenter mes coéquipières avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Montserrat Flores, tu vas nous faire un beau petit... Ouais! Montserrat Flores, qui est adjointe du directeur technique à la RSC et responsable du soccer féminin pour la région. Stéphanie Blanchette, notre graphiste de grand talent et membre de l'équipe marketing et image de marque de la DSF, qui est malheureusement absente aujourd'hui pour des circonstances hors de son contrôle. Et Vicky Marcoux, qui est aussi responsable de soccer féminin du club des Braves d'Annecy, mais membre aussi de l'équipe marketing et image de marque de la DSF. Fais-nous un petit wave aussi. Ouais. Merci les filles. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre inestimable contribution et je vous applaudis chaleureusement pour tout le travail accompli afin de rendre cet événement possible. Merci du fond du cœur. Voici donc le déroulement de notre rencontre d'aujourd'hui. Je débuterai en vous exposant la démarche de l'ADSF qui a, entre autres, mené à la production de cet événement. Ensuite, Montserrat nous expliquera l'écosystème idéal pour l'avenir du soccer féminin issu d'un projet de recherche qui a été effectué l'an dernier. Je vous partagerai ensuite des statistiques récentes et quelques informations au sujet de l'expérience utilisatrice basée sur le modèle 5E qui saura sûrement vous inspirer pour l'atelier de création en sous-groupe qui suivra. Ensuite, nous reviendrons toutes et tous en plénière afin de partager le fruit de votre génie créateur. Et pour finir, se tiendra une période de questions et le mot de la fin. La capsule vidéo qui sera tirée de l'événement comportera uniquement la partie présentation et sera mise à la disposition des clubs. L'atelier de création et la période de questions ne sera pas inclus, mais seront utilisés pour nous faciliter la prise de notes lors de la plénière, car nous ferons parvenir à vous tous, chers participants et participantes, un document résumant toutes les idées innovantes qui seront ainsi partagées en plénière, ainsi que la documentation complémentaire en lien avec l'événement d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. En premier lieu, il est important pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois de savoir d'où vient l'idée de créer la DSF et de quoi il s'agit. En 2018, les présidents des clubs de la région Concordia ont mandaté la RSC de revoir le programme de soccer féminin qui n'avait jusqu'alors pas donné les résultats escomptés. Cette même année, l'atelier de développement du soccer féminin a été créé et a effectué une analyse statistique sur l'évolution du soccer féminin à la RSC des 20 dernières années. En 2019, en raison de son implication marquée pour le développement féminin et des avancées de ses démarches, la DSF a été la seule organisation à être considérée au même titre qu'une fédération pour bénéficier d'un programme de diagnostic avec la firme Égalaction. Inspiré par les 8 recommandations tirées de ce diagnostic, un plan d'action de 38 actions concrètes a été proposé et adopté par le CA de la RSC, dont, et je suis fière de l'annoncer aujourd'hui, 36,5 % de celles-ci ont été réalisées malgré ces 2 années de pandémie qui nous ont obligés à suspendre plusieurs d'entre elles.
Entre autres, dans ces actions, en 2021, il y avait plusieurs formations qui ont été offertes, le diagnostic par égale action, un projet de recherche pour cueillette de données sur l'écosystème idéal des joueuses qui a été réalisé avec nos filles du sport-études, une campagne d'image de marque au féminin qui a été lancée en 2021 et qui se développera davantage en 2022, entre autres au niveau du web et des réseaux sociaux pour rendre plus visible et accessible, facilement accessible l'information spécifique de la cause des filles et des femmes en sport. Surveillez nos prochaines annonces, ça va être intéressant. En termes de travaux sur la gouvernance, les politiques et les processus, la féminisation des textes a débuté, des processus de communication interne et externe ont été créés et des politiques d'intégrité et d'atteinte de parité ont été adoptées. Atteinte de parité pour le CA ont été adoptées par le CA de la RSC. Des occasions d'échange et de partage ont été créées, telles que le présent événement virtuel et celui de l'année dernière. Notre participation à l'événement pan-canadien Conversation 2021, où la DSF a été invitée à produire une capsule vidéo intitulée « Passer à l'action » qui portait sur nos bonnes pratiques. Le lancement de la commission des responsables de soccer féminin de club, dont plusieurs d'entre vous font partie aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes présentement en train de plancher sur la création d'un réseau social exclusif à la cause des filles et des femmes, espace qui servira à donner de l'information, mais surtout à échanger et partager entre nous. Je cède maintenant la parole à Montserrat pour faire un retour sur les résultats de la recherche sur l'écosystème idéal pour l'avenir du soccer féminin et sur les notions techniques en lien avec la démarche d'aujourd'hui. La parole est à toi, Montserrat. Merci Chantal. Bonjour à toutes et tous. Bon, ceux que j'ai le plaisir de connaître un petit peu plus et de croiser sur les terrains, vous savez bon, que je suis une fille de terrain, donc je voulais vous faire d'abord un petit rappel sur le DLTJ, DLTA, dépendamment de comment vous êtes plus habitués, des synonymes. Donc, le développement, le programme de développement à long terme de l'athlète ou de la joueuse, dans notre cas aujourd'hui. C'est sept stades de développement qui part de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte qui seront la littératie physique qui est sortie par des grandes études. Les docteurs, les scientifiques, les entraîneurs en développement et en haute performance aussi, c'est des stades qui sont utilisés. Et ça fait partie aussi du Player Pathway de Soccer Canada, le parcours de l'athlète, de la joueuse, du joueur pour Soccer Canada. Donc, c'est juste un petit rappel amical en disant que c'est des choses qu'il faut souvent répéter sur avec vos intervenants sur le terrain, vos éducateurs, éducatrices, qu'ils doivent intervenir dans le bon stade de développement, dépendamment des joueuses qu'ils ont ou qu'elles ont devant eux. Que vous soyez responsable soccer féminin, directeur technique, directrice technique, président, c'est toujours important de vous assurer que vos éducateurs sont alertes de où est-ce qu'ils se situent dans cette stade-là de développement, pas eux évidemment, mais les jeunes devant eux. Donc, c'est vraiment l'exemple que je prendrai là-dessus et je ne passerai pas à travers chaque stade, bien évidemment. Il y a la documentation que vous allez trouver dans Soccer Canada. Si vous voulez relire, vous remémorer un peu ceux qui ont fait les cours de base pour communautaire. Mais vraiment, c'est deux parcours-là que ça soit au niveau d'amener une vie active dans le long terme, hein, devenir des personnes, des adultes actifs en santé, ou que ça soit aussi la trajectoire plus performante Team Canada, Jeux olympiques qui se déroulent en ce moment. Bon, divers que de soccer, mais bon, on est là-dedans. Donc, c'est des choses à maîtriser et que c'est votre rôle aussi là de mettre en place et vous assurer que c'est appliqué. Donc, l'exemple que je voulais dire tantôt, c'est comme construire une maison. C'est important de commencer par les fondations, les murs, avant de mettre le toit. Si on commence par le toit, il n'y aura pas de soutien. C'est la même chose pour les enfants. S'ils sont dans la petite enfance, on est en train de développer que des premières qualités motrices, sauter, marcher, rouler, versus on est en pleine puberté dans l'adolescence où tout vient de se chambouler. Donc, c'est important vraiment de revoir cela. Prochaine diapo.
Super. Par rapport à ça, sûrement l'image vous fait hérisser les poils. Reconnaissance des clubs, je sais que ça fait plus que 2 ans maintenant que nos clubs travaillent vraiment avec des efforts soutenus pour la reconnaissance des clubs. C'est un grand casse-tête, que ce soit sur le terrain comme administratif. Puis on est très fiers, l'ARS, des efforts qui sont déployés dans nos clubs. Mais dans tout ce qui arrive, dans toute cette vague de changements et dans tout ce que ça nous demande de nous adapter, il ne faut pas laisser derrière le soccer féminin. Le soccer féminin fait partie de la reconnaissance des clubs. Peut-être que malheureusement, il ne prend pas la grosse place comme certains critères d'admissibilité et d'évaluation, mais ça en fait partie. Il y a des pourcentages qui sont demandés aussi pour avoir la reconnaissance que vous souhaitez. Donc, c'est un petit moment en disant oui, c'est difficile. Oui, on en a beaucoup sur notre assiette, mais le soccer féminin est important de mettre de l'avant aussi dans ce processus de changement pour aller chercher quand même le 50% de la clientèle de ce monde. Et c'est là où je vais prendre un peu plus de temps d'explication. Avant de commencer, je ne suis pas une spécialiste en psychoéducation, je suis une entraîneur. Et je fais vraiment répéter le contenu qui a été donné l'année passée à peu près dans les mêmes dates. Et vous allez pouvoir rechercher dans notre chaîne YouTube. Et de toute manière, quand on va vous renvoyer l'information, vous allez recevoir l'explication complète sur le modèle écosystémique qui a été abordé l'année dernière, mais qui reste encore très d'actualité. C'est Charlotte Gilbert, psychoéducatrice, qui l'a expliqué et qui l'explique beaucoup mieux. Donc, je vous fais juste un petit rappel par rapport à ceci pour ceux qui étaient là l'année passée. Sinon, je vous donne les grands concepts aujourd'hui. Le modèle écosystémique, c'est un modèle surtout utilisé en psychologie. Et en fait, ça place la joueuse, nous on l'a contextualisé pour la joueuse de soccer, mais c'est l'être humain qui est au centre des décisions et des interventions. Donc, c'est la personne qui est importante. L'écosystème a plusieurs strates, dont la première commence par l'ontosystème, qui est la personne en tant que telle. Plus ça s'éloigne, les strates ils prennent de l'ampleur dépendamment. Nous, les intervenants soccer féminin, que ce soit directeur technique, club, éducatrice, administrateur, on est dans le strate qui est collé à l'ontosystème, à la personne, on est des microsystèmes. Donc, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas de la personne, c'est-à-dire la personnalité, le bagage vécu de la joueuse, les problèmes de santé qu'elle peut avoir, hein, on a des asthmatiques, on a des diabétiques, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, ça ne nous appartient pas et c'est correct aussi. Mais les choses que nous, on a le contrôle, c'est la deuxième strate, c'est les microsystèmes. Donc, nous, on est dans les loisirs, les parents sont dans la maison, qui se passe dans la famille, il y a les amis, ça peut être aussi le gérant ou la gérante d'équipe aussi, hein, qui interagit directement. Donc, c'est vraiment les intervenants, les personnes, les microsystèmes qui viennent entourer la joueuse. Ce qui est important de faire là-dessus, c'est le lien entre, pour la troisième strate, c'est les microsystèmes, c'est le lien entre les microsystèmes. Donc, on va parler ici du lien entre le club et l'école et les parents, les amis et les parents des amis. Donc, c'est cette communication, des fois, qui, malheureusement, elle est inexistante, soit parce qu'on manque de temps, soit parce qu'on ne sait pas, qui devient très, très, très importante. C'est une strate en soi, carrément dans le développement de la personne. Et que c'est là où on vient jouer en disant, ben, c'est important qu'on soit conscient que ça existe et que l'impact, il est direct. Je vous donne un exemple. Vous avez une joueuse dans votre équipe qui vit une situation difficile à la maison. Un des parents est malade. Donc, il y a des visites à l'hôpital. L'énergie chez un des parents n'est pas possible. Le mammouth à la maison devient énorme, autre que les activités des enfants. Les parents ne peuvent plus amener la joueuse aux entraînements, ne peuvent plus donner des lifts. Et là, c'est là où la communication des microsystèmes
devient hyper importante. Donc, est-ce que les parents vont communiquer avec le club en disant, regardez, voilà la situation qu'on vit en ce moment. On a de la difficulté à payer aussi, on peut plus être aussi présente, mais c'est le soccer pour ma fille, c'est un échappatoire, c'est quelque chose qui l'a fait aller de l'avant. Donc, cette communication, le club, parfait, merci, écoutez, on va faire un suivi auprès de l'éducatrice sur le terrain. On va étudier avec le directeur technique comment l'éducatrice peut mieux intervenir sur le terrain avec la fille, qui arrive des fois à la tête basse, qui va pas bien. L'éducatrice, en ayant cette information-là, aborde d'autres parents, des coéquipières, qui disent, écoutez, est-ce qu'on peut donner un coup de main au niveau du covoiturage? Vous êtes 3-4 filles, je pense que qui avez proche de cette joueuse. Est-ce qu'on peut s'organiser? Le club, écoutez, on peut vous aider avec un soutien financier. Si la fille est une adolescente, peut-être elle peut commencer à s'intégrer comme éducatrice dans le club et avoir sa session payée. Donc, il y a plusieurs choses que le mésosystème se met en place et la joueuse peut continuer à faire son sport, à se développer, même si elle vit quelque chose de très, très, très difficile à la maison dans son quotidien. Donc, c'est l'importance qu'on a. Et peut-être cette joueuse ne deviendra pas la prochaine Christine Sinclair, mais peut-être ça va être l'adulte qui va continuer dans votre club en senior A, AA, et qui va avoir une vie active, qui va s'impliquer comme votre administratrice, arbitre, peu importe. Mais juste cet été-là où vous avez intervenu, vous avez communiqué, vous avez travaillé et vous avez mis la joueuse dans le centre, bien, pour elle, ça peut faire un grand changement dans sa vie dans le long terme. Donc, dans le présent, pour elle, c'est énorme. Peut-être qu'elle ne le voit pas, mais dans le long terme, ça peut être vraiment là, le pont qui fait en sorte qu'elle continue le sport. Donc, c'est un exemple vraiment concret que je voulais vous démontrer par rapport au modèle écosystémique qui est prouvé par la science, qui est super utilisé. Et l'autre détail aussi à tenir en compte dans ce modèle, c'est un modèle qui est un chronosystème. Donc, la joueuse que vous avez aujourd'hui à l'âge de 10 ans, 3-4 ans plus tard n'est plus la même, c'est évolutif. Donc, je viens faire le lien avec le DLTA où elle est dans un autre stade de développement psychologique et physique, mais aussi dans les 3-4 années qui se sont écoulées, il y a un bagage aussi qui s'est développé, elle a du vécu, il y a des expériences, des vies, ça se façonne. Donc, il faut jamais se dire, la fille que j'avais en U10, rendue en U16, je dois répondre aux mêmes besoins, aux mêmes attentes. Non, elle change, puis on change, c'est ça l'objectif de la vie. Donc, c'est quelque chose aussi de tenir en compte là, quand on intervient avec des joueuses et de toujours, oui, on a des limitations des ressources humaines, limitations ressources financières, tout ce qui vient, mais à la fin de la journée, il faut qu'on revienne à penser à l'ontosystème et nous, notre rôle en tant que microsystème et les liens qu'on peut créer là, dans les liens interrelationnels. Il y a des choses qu'on perd le contrôle, puis on est d'accord, hein, on voudrait plus de terrains de soccer de qualité, mais ça, c'est l'exosystème, le macrosystème, les politiques, c'est hors de notre contrôle. Donc, l'important, c'est de contrôler, d'intervenir dans ce que nous, on a sous la main et ce qu'on a dans le pouvoir d'avoir. Donc, juste un petit rappel par rapport au microsystème direct dans notre contexte à nous de joueuses de soccer. Donc, il y a les coachs, il y a les coéquipières, la famille, le club et les autres, hein, que ce soit les parents, les arbitres, des nutritionnistes peut-être qui interviennent auprès des joueuses. Donc, ça, c'est des personnes que vous devez être conscient qu'il faut encadrer, il faut faire un suivi pour que l'environnement dans lequel la joueuse se développe soit adapté à elle. Et c'est des gens qu'il faut outiller par rapport aux moyens, aux compétences qu'ils ont, hein, parce qu'on peut pas tout apprendre du jour au lendemain. Puis il y a des formations que la DSS offre aussi, là, les particularités des filles en entraînement. Donc plusieurs d'entre vous, on s'est déjà vu, qui vient aussi utiliser là-dessus et que ça va être encore redonné là, cette année au mois de mai.
Merci beaucoup, Mme Serra, pour ce retour sur ces importants points de notre parcours d'aujourd'hui. Nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui pour pousser un peu plus loin encore cette démarche entamée l'an dernier et qui nous rapprochera de l'écosystème idéal pour l'avenir du soccer féminin. Merci beaucoup. Cette année, le thème parle de lui-même. Nous allons tenter de vous donner des outils pour réaliser des résultats concrets en lien avec cette démarche. L'outil qu'on vous propose cette année s'appuie sur la méthode 5E en design d'expérience client et nous l'appellerons l'expérience utilisatrice des filles et des femmes au sein de nos clubs. Cet exercice nous permettra d'approfondir nos connaissances sur l'expérience que vivent nos membres féminins dès le moment où elles songent à joindre le sport jusqu'à ce qu'elles quittent et prolongent ou pas leur expérience soccer. Lors de l'atelier de création que nous tiendrons un peu plus tard et lorsque vous voudrez tenir ce même exercice dans vos organisations respectives au besoin, nous rechercherons l'atteinte de plusieurs objectifs, dont 2 très importants. La création d'actions concrètes possibles de mettre en application à court terme et à moyen terme et la création de liens, des occasions d'échange entre les clubs et les intervenants de soccer féminin. Maintenant, parlons de nous en tant qu'organisation, incluant les clubs, les comités et tout l'environnement du modèle écosystémique dont on vient de parler. On doit se poser 2 questions très importantes, mais primordiales. Sommes-nous ouverts à changer les choses? Et sommes-nous prêts à y investir les ressources financières, humaines, administratives, techniques, etc.? Répondre non à une de ces 2 questions, c'est pour ainsi dire que les discussions n'ont pas lieu d'être. Il faut en être très conscient. Mais tout d'abord, quelques chiffres. Cette image parle d'elle-même, vous ne trouvez pas? Une fille sur 3 cesse de participer après avoir pratiqué un sport. Alors que du côté des garçons, ce chiffre est plutôt de 1 sur 10. On dit qu'à la base, le nombre de filles et de garçons qui commencent à faire du sport est similaire, mais que l'écart se creuse en faveur des garçons entre 9 et 12 ans et que le taux de participation des garçons reste plus élevé jusqu'à la fin de l'adolescence et tout au long de leur vie. D'où la nécessité d'appliquer une approche qui tient compte du genre dans le sport, des expériences et des avantages que les filles et les femmes tirent, ou pas, du sport, car ils continuent d'être différents de ceux qui sont vécus par les garçons et contribuent assurément à creuser cet écart. Chercher et apprendre à connaître la réalité de notre clientèle féminine, c'est la clé. En juin 2020, c'est quand même pas loin de nous, là, une étude de Femmes et Sport au Canada et e-Alliance démontre que les filles sont même un peu plus nombreuses à pratiquer un sport sur une base hebdomadaire que les garçons dans la fourchette d'âge de 6 à 8 ans. Pour qu'un écart se creuse ensuite significativement à compter du groupe d'âge des 9-12 ans et s'intensifie significativement par la suite. Dans un sondage réalisé par Elevent en juillet dernier, qui est encore plus proche de nous, on conclut que les blessures physiques et le stress liés au rendement sont les 2 principales peurs potentielles en lien avec le soccer que vivent les filles. Connaissons-nous bien ce que vivent les filles que l'on tente de recruter ou de réinscrire en termes de stress lié au rendement ou de crainte de blessures? Certaines ont perdu leur forme physique et s'inquiètent d'avoir oublié leurs habiletés, ont peur du stress engendré par la compétition malsaine de comparaison entre elles. Saviez-vous qu'il existe des outils à votre disposition pour prévenir les blessures au soccer, surtout chez les filles? En faisons-nous la promotion au sein de nos organisations? En tant qu'intervenant direct auprès de cette jeune clientèle, quel discours tenons-nous sur l'image corporelle? Encourageons-nous les comparaisons de performance? Laissons-nous délibérément, en fait, libre cours à des remarques entre les filles sur l'image corporelle sans intervenir? Comment pouvons-nous améliorer le lien entre une image corporelle positive et la pratique du soccer dans nos clubs? Le même sondage révèle que le manque d'encouragement des entraîneurs et les coûts liés à l'activité soccer constituent les plus grandes barrières à la réinscription, autant pour les filles que les garçons. En tant qu'organisation, rappelons-nous régulièrement et offrons-nous des formations à nos entraîneurs pour les sensibiliser aux besoins criants et plus marqués encore chez les filles d'être encouragées, rassurées et valorisées pour poursuivre l'expérience soccer.
Autre statistique intéressante, en raison de la pandémie, certains parents ont perdu leur emploi ou ont vu leurs revenus diminuer significativement, de sorte qu'ils auront du mal à réinscrire leurs filles ou ne pourront tout simplement pas le faire. Montserrat en a parlé un peu tout à l'heure. Mettons-nous à la disposition de parents de filles des dispositions facilitantes, des taux préférentiels pour alléger leur fardeau et tenter de conserver ou attirer cette clientèle rare et particulière. Le travail d'équipe et la camaraderie, ainsi que la confiance en soi, sont perçus comme les plus grands bienfaits du soccer par les répondants. Le rapport impact de la pandémie sur les filles en sport relate clairement que le lien social est l'un des principaux avantages du sport selon les filles et que si les filles ne reviennent pas au sport après la pandémie, le fait d'avoir moins d'amis dans le sport pourrait devenir un obstacle à sa participation et inciter d'autres filles à partir, créant un effet d'entraînement. Les répercussions de la pandémie sur la santé physique et émotionnelle des filles risquent donc d'affecter beaucoup d'autres aspects de leur vie, car en se privant des bienfaits du sport, ça peut les entraîner dans une spirale sans fin de mauvaise perception d'elles-mêmes et de leurs habiletés. En tant que club, directeur technique, intervenant ou responsable de soccer féminin, comment favorisons-nous la camaraderie et la confiance en soi dans nos activités? Pensons-nous à inclure l'aspect du développement social, de la camaraderie et à favoriser les interrelations dans le cadre de nos activités d'équipe hors du terrain? Les femmes et les filles reçoivent-elles des messages qui communiquent clairement qu'elles ont leur place dans le sport et que les activités sportives sont une composante naturelle de leur vie? Montserrat, pourrais-tu partager avec nous d'autres statistiques intéressantes et révélatrices qui ont été recueillies encore plus près de nous dans le cadre de ton projet de recherche l'an dernier? Oui, bien sûr. Donc, l'année passée, je vous explique un peu comment on a fonctionné avec les joueuses du sport-études qui sont également dans votre club. On a fait un petit projet de recherche, on n'est pas des grands scientifiques, mais on leur a posé plusieurs questions. On a sorti plusieurs statistiques. Aujourd'hui, on a choisi de vous remontrer celles-ci. On leur a posé à travers des questionnaires anonymes, évidemment, pour qu'elles puissent répondre librement, sans la peur du jugement, et aussi de manière à discussion ouverte. Sachant aussi qu'elles avaient, il y avait une psychoéducatrice, Charlotte, qu'elle ne connaissait pas vraiment, mais qu'elle a créé un petit lien en leur expliquant le modèle écosystémique, entre autres, et des éducatrices qui interviennent auprès d'elles à tous les jours. Donc, il y a un lien de confiance, et sachant aussi qu'on ne les questionnait pas sur nous, mais sur ce qu'elles vivaient à l'extérieur. Dans les discussions qui sont sorties, et par rapport à cette statistique-là, les filles l'ont dit clairement, elles ont été capables de mettre des mots dessus. Elles ont besoin de modèles atteignables, d'accord, qu'elles sont capables d'aller s'identifier dans leur entourage, entre autres des femmes dans le milieu sportif qui est leur passion, d'accord, parce que quand elles font un sport, hein, que ce soit le soccer ou autre, c'est quelque chose qu'elles aiment faire, donc elles ont besoin de se reconnaître par rapport à quelqu'un qui leur ressemble. Elles l'ont dit, on a besoin, ce serait quelque chose qu'on aimerait, puis il y a un besoin aussi de nous reconnaître là-dedans, de voir que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose que, s'il n'y a pas de femme, je m'entraîne pas, parce qu'il y en a aussi qui ont dit, moi, homme ou femme, ça me dérange pas. Tant que la personne devant moi, elle sait comment intervenir auprès de moi, donc elle sait avoir ce tact-là, le côté un peu psychosocial, puis on revient un peu là au DLTA, au modèle écosystémique, et aussi que la personne, elle est compétente et qui est capable, avec ses compétences, de m'aider à progresser dans mon objectif foot. Homme ou femme, c'était des choses qu'elles avaient besoin. Donc, c'est juste mettre une femme parce que c'est une femme mais qui n'a pas les compétences, honnêtement, il faut former aussi la personne. Puis, ce qu'elle déplorait aussi, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles où dans les clubs, il n'y avait pas elle ne savait pas ou elle ne voyait pas qu'il y avait un responsable de soccer féminin qui aidait un peu à faire avancer leur situation, où il n'y avait pas d'autres femmes ou d'entraîneurs en chef dans des postes dans les clubs. Oui, je sais, vous allez me dire, il n'y en a pas partout.
ben, on travaille fort et ça fait partie aussi de votre rôle, vous, en club, d'aller former ces éducatrices-là, du personnel, des ressources qui vont prendre ce rôle-là. Il faut les accompagner. Elles ne vont pas apparaître comme ça. Il faut les former, il faut les accompagner. Donc, ça revient toujours au même. Les filles ont besoin de ces modèles-là féminins. Merci, Montserrat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, tout ça, ça donne beaucoup de matière à réflexion. Notre thème 2022 vers des résultats concrets invite à comprendre, réfléchir et changer. Pour mieux connaître les enjeux de notre clientèle, pour mieux réfléchir à des pistes de solutions innovantes qui contribueront à changer un geste, une action concrète à la fois, pour nous rapprocher en continu vers l'écosystème idéal pour l'avenir du soccer féminin. Et pour y arriver, nous proposons un exercice sur l'expérience utilisatrice de votre clientèle féminine basé sur le modèle 5E. Le modèle 5E aide à concevoir et à orchestrer des expériences qui produisent des résultats significatifs et concrets pour la clientèle et pour l'organisation. Définir les résultats significatifs et concrets de l'expérience utilisatrice, c'est définir la source de l'impact positif que vous souhaitez créer et créer des solutions qui contribueront à atteindre cet impact que vous souhaitez. Le modèle 5E est constitué de 5 stades d'expérience à travers lesquels la clientèle évolue, soit attirer, s'inscrire, s'engager, quitter et prolonger. Évidemment, vous avez tous compris que les 5E équivalent au terme anglophone de la méthode et que nous travaillerons aujourd'hui avec une traduction libre en version francophone et adaptée à nos besoins. Voyons voir plus en détail ces stades du parcours d'expérience utilisatrice. Fait à noter, les expériences données dans l'explication ne seront pas en lien avec le domaine du soccer de manière intentionnelle. Ceci, c'est afin d'éviter qu'on influence vos réflexions de l'atelier de création qui va suivre. Le premier stade du parcours, c'est attirer. Attirer, c'est la première occasion où la fille-femme prend conscience ou est attirée par l'expérience offerte par le club. C'est la raison ou les raisons pour lesquelles nous choisissons, par exemple, de participer à une expérience qui favorise l'anticipation et fixe des attentes. Pourquoi les gens entrent-ils dans une expérience et comment pensent-ils que ce sera? Si l'on prend l'exemple d'être à la recherche d'un restaurant, ça représenterait le fait d'être interpellé par les publicités, des promotions ou des rabais, une application de livraison, du bouche à oreille ou des réseaux sociaux. Le deuxième stade du parcours, c'est s'inscrire. Moment où la fille-femme pose le geste d'entrer dans l'expérience offerte par le club. Ça marque un début. Ça fournit des conseils et l'orientation à l'expérience. Où commence l'expérience? Comment on va s'orienter dans quelque chose qui est nouveau et inconnu pour nous? Dans l'exemple, ça pourrait être se rendre sur place pour s'informer, discuter avec les gens dans la file d'attente ou avec le staff sur le plancher qui est là, qui peut répondre à nos questions, regarder le menu dans la vitrine, peu importe. Le troisième stade du parcours, c'est s'engager. La ou les activités qui engagent la participante dans l'expérience du club. On parle de l'ensemble des activités proposées dans des environnements et des interactions. Quel genre de choses fait-on dans le cadre de cette expérience? De quel type d'interaction s'agit-il? Avec quoi ou avec qui interagissons-nous? Quels sont les outils, les méthodes utilisées? Dans notre exemple, ça pourrait se représenter en lisant le menu, en faisant un choix ou progresser vers une décision en ce sens-là, en parlant avec le ou la serveuse commandée. Le quatrième stade, c'est quitter. C'est le moment qui marque la fin de l'expérience de la participante dans le club. Transition hors de l'environnement immédiat ou de l'interaction. Quand est-ce qu'une expérience est terminée? Comment se termine l'interaction? Sur une bonne note ou en apportant plein de frustration? Toujours dans le même exemple, ça pourrait représenter de remercier la serveuse ou le serveur, laisser du pourboire sur la table, prendre un cure-dent ou une menthe près de la caisse et quitter les lieux. Le cinquième et dernier stade du parcours, c'est prolonger. C'est le maintien d'une connexion avec l'expérience une fois celle-ci terminée. Cette étape représente le maintien ou pas d'une connexion avec l'expérience une fois qu'elle est terminée.
Pensez-y, les meilleures extensions de l'expérience sont les souvenirs et les impressions qui perdurent au-delà de l'expérience elle-même. Euh, quelle partie de l'expérience va perdurer? Qu'est-ce qu'on emporte avec soi une fois l'expérience terminée? Finalement, lors de notre exemple d'expérience en restauration, ça pourrait être des photographies du repas, une carte d'affaires du resto, nos perceptions du service client, les recommandations ou mises en garde faites aux amis et à la famille, déposer des avis sur des réseaux sociaux, continuer l'expérience sous une autre forme, comme par exemple se faire livrer des repas de ce restaurant. En bref, la clientèle féminine chemine à travers ces 5 stades de l'expérience utilisatrice au sein de nos organisations. Et pour en tirer le meilleur parti, il faut être en mesure de connaître ce que fait la clientèle, ce qui lui suscite réflexion et ce qu'elle ressent. Il sera alors possible de travailler sur des pistes de solutions afin d'améliorer cette expérience vécue-là, ce qui aura un effet sur le recrutement et la rétention de la clientèle. C'est donc cette démarche d'atelier de création qui vous est proposée aujourd'hui. Pour les 20 prochaines minutes, vous serez répartis en sous-groupes pour l'atelier de création. Chaque équipe sera assignée à l'un des 5 stades de la méthode 5E, soit attirer, s'inscrire, s'engager, quitter et prolonger. Une fois en salle de création, décrivez l'expérience vécue par les filles et les femmes dans les 3 étapes du stade thème de votre équipe, soit l'action, la réflexion et le ressenti. Par exemple, dans notre exemple, action, on suppose que nous sommes à la recherche sur Internet d'un restaurant. Au niveau réflexion, ça se porte sur le fait de trouver un resto qui respecte nos allergies alimentaires. Et du côté ressenti, on est excité à l'idée de découvrir des nouveaux menus pour mettre un peu de diversité dans notre assiette. Deuxièmement, on doit choisir un résultat concret qu'on souhaite obtenir en vous inspirant de ces 3 réalités vécues par les filles ou les femmes. Toujours dans notre exemple d'expérience culinaire, on pourrait choisir comme résultat ciblé de nous créer un répertoire des restaurants aux menus sensibles aux allergies. Ensuite, vous devrez co-créer 3 actions concrètes que des clubs pourront mettre en application immédiatement et qui améliorera leur expérience utilisatrice au sein de leur organisation. Dans la continuité de notre exemple, qui donne faim, il faut le dire, on pourrait choisir de lister tous les restos environnants, cibler ceux comptant un menu présentant des choix respectant les allergies et se créer un répertoire, une liste des restos bienvenus aux allergiques. Et finalement, identifier quelle sera la personne qui partagera en plénière, après l'exercice de l'atelier de création, au nom de votre équipe, les 3 actions concrètes et le résultat ciblé que vous aurez extirpé de votre génie créateur collectif. Une fois dans la salle de création, vous aurez à votre disposition cet exemple que vous voyez à l'écran, ainsi qu'un document comme celui-ci, identifié à votre équipe, qui vous permettra d'inscrire le fruit de votre réflexion. Au retour en plénière, votre représentant disposera d'environ 4 minutes pour nous partager votre résultat visé et les 3 actions. Mansura, pourrais-tu nous donner un aperçu, s'il te plaît, de qu'est-ce que ça a l'air quand on est en salle de création? T'es sur mute, ma belle. Fallait que quelqu'un le fasse. Eh oui, c'est toi. C'est bon. Parfait, je vais prendre le contrôle en fait. Je vais vous partager mon écran. Et voilà. Donc, je vais vous envoyer à l'instant un lien qui va vous rediriger au Jamboard. Donc, à l'aide des petites flèches ici en haut, vous allez trouver votre atelier de création. Donc, ici, vous avez l'exemple que Chantal vous a si bien expliqué. Pour vous remémorer, vous avez des questions. Et trouver votre template, votre page dans laquelle vous travaillez. On a mis les noms avec vos clubs, donc comme ça, il n'y a pas de perte. Donc, trouvez la salle que vous trouvez. Donc, par exemple, je suis Christine et Mon allez lécher vos clés. Je vais prendre sa place pour le moment. Et pour commencer à rédiger, vous faites juste double-clic dans le post-it ici.
et vous êtes capable d'aller rédiger, vous faites enregistrer et la tasse va apparaître. Ici, ben, vous avez juste à cliquer sur la boîte de texte et commencer à rédiger exactement. Donc, tout s'enregistre automatiquement. S'il vous plaît, n'allez pas jouer ailleurs dans les autres feuilles qui ne vous regardent pas par peur d'effacer le travail de vos collègues de la télé. C'est bon? Donc, voilà pour moi. J'espère que c'était clair. Allez, à tantôt, on parle 20 minutes. Alors, comment ça a été votre expérience? Est-ce que vous avez eu du mal à saisir l'exercice? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Avez-vous le goût de partager ça en 2 minutes avec nous? Ceux qui sont intéressés, enlevez votre micro. Faites-vous... Ah, je vois des pouces en l'air. Cool. Je pense qu'on peut aller dans l'ordre. Donc, la salle 1, attirer. Je pense que Sarah là, était prête mentalement. OK, parfait. Ben, écoutez, on peut y aller tout de go de cette façon-là. Chaque équipe, chaque représentant ou représentante va prendre la parole, partager son expérience, son résultat visé et les 3 actions concrètes qu'ils ont cogitées. On peut y aller avec Sarah. Vas-y, ma belle Sarah. Oui, c'est bon. Nous, on s'était fié beaucoup à l'exemple, fait que nos actions ont été un peu dernière seconde, juste avant le retour en groupe, là. Comme action, on a marqué trouver les équipes dans la catégorie et de l'âge souhaité. Donc, regarder sur Internet ou sur les associations comme Soccer Concordia, regarder c'est quoi le listing des équipes dans ce qu'on cherche. Ensuite, on y allait avec filtrer les équipes, soit pour la proximité ou pour l'intérêt, pour le niveau de jeu, peu importe. Puis le ressenti, on avait marqué que la joueuse voulait être excitée ou d'aller faire les essais dans cette catégorie-là pour les clubs. Après, pour les résultats, on a marqué que notre résultat visé, c'est évidemment d'attirer les filles à s'inscrire avec nous au soccer, si c'est en lien ou c'est en confrontation contre d'autres sports ou disciplines, quoique ce qu'on veut, c'est qu'ils touchent au plus de choses possibles quand même, mais des attirer. Donc, pour faire ça, on a dit de faire la promotion dans les écoles par des flyers, un site web, page Facebook, Instagram, peu importe. Surtout là, c'est temps-ci les spécialisés un peu là, au niveau féminin. Là, il y en a de plus en plus des pages de clubs féminines. Ça, c'est intéressant à regarder. Après, on a mis à avoir une soirée d'information, fait que soit en gym quand c'est faisable, que les parents peuvent poser leurs questions, c'est quoi les prix, c'est quoi les coûts, où on se parle des pratiques et tout, les questions qu'on reçoit de partout en club, puis qu'on est souvent, ça dépend du nombre de joueuses qu'on a. Puis comme ça, les joueuses peuvent jouer aussi, puis faire les premiers contacts avec les ballons à côté. Puis après, on a dit faire des tryouts parce que ce qu'on veut, c'est quand même remplir notre catégorie de joueurs. Merci beaucoup, Sarah. Pour faire changement, au lieu de faire un 2, 3, 4, 5, on va y aller au hasard avec l'équipe 3. Okay. Qui est le représentant de l'équipe 3? C'est moi, c'est Geneviève. Nous, on avait s'engagé, en fait. Fait que le moment après que les filles se soient inscrites, dans le fond, ce qu'on voulait qu'elles aient, c'est d'avoir une expérience enrichissante et régulière, donc qu'elles puissent s'impliquer de façon continue dans le sport. La réflexion qu'on s'est dit qu'elles auraient, c'est quoi mon objectif et c'est quoi ma capacité d'investissement dans le temps. Alors là, on se disait, elle se pose la question, est-ce que je veux faire du compétitif ou du récréatif? Puis dans le ressenti, c'était, avant d'aller à une pratique ou quand elles vont à leurs entraînements, parce que là, quand elles vont à leurs entraînements, c'est est-ce que je me sens bien quand je viens pratiquer? Est-ce que j'ai hâte d'y aller? Est-ce que j'ai du plaisir quand je suis là? Donc, le résultat visé, c'était d'avoir le plein engagement de l'athlète dans sa pratique. Donc, une rétention et une mobilisation des athlètes pendant leur cheminement à travers, dans le temps avec le club. Et puis, la première action, c'est de s'assurer d'avoir le plus possible une offre de service complète. Alors, d'avoir
et du compétitif et du récréatif dans la mesure du possible, puis le plus possible aussi de viser, de créer le plus de niveaux d'âge possible. C'est clair que ça dépend du club, là, mais ça serait ça. Donc, d'avoir une offre qui convient au plus grand nombre de filles possible. La deuxième action, ce serait de former et sensibiliser les entraîneurs face à la réalité des filles dans le sport. Que ce soit des hommes ou des femmes, parce que tout le monde peut coacher des filles, mais il faut que tout le monde soit au courant, sache quelles sont les difficultés, tout ce que nous, on a vu dans le fond sur l'expérience des filles, les particularités. L'entraînement des filles. C'est ça, exact. C'est bien de former autant les coachs, mais je pense aussi, moi j'ai pensé à ça, mais aussi les administrateurs du club. Je pense que en tout cas, ça fait partie de notre discussion aussi. Puis, dernièrement, c'est de favoriser le développement du lien social entre les joueuses elles-mêmes, puis aussi entre les joueuses, leur entraîneur et les joueuses et le club. Donc, là, on revient à justement sensibiliser toute l'administration. C'est comme d'ancrer leur pratique, puis que avec ces liens-là, ça va favoriser comme le développement à long terme. Fait que là, on revient un peu dans la rétention, la mobilisation. Fait que nous, c'est ça qu'on a fait. Merci. On va poursuivre avec l'équipe numéro 5. Ça va être à moi pour parler de l'équipe 5. Donc, nous, notre objectif, c'était prolonger, donc de maintenir une connexion avec l'expérience une fois qu'elle est terminée. Donc, on s'est dit comme action, ça, c'est j'ai terminé ma carrière, puis je vais aller poser des questions auprès du club, savoir qu'est-ce que je peux faire. La réflexion, en fait, de la joueuse, ça, c'est vraiment, j'aimerais continuer à m'investir dans la communauté du soccer, mais quelles sont mes options? Des fois, elles ne savent pas. Qu'est-ce qu'elle préfère par la suite. Ce qu'elle ressent, par exemple, c'est qu'elle se dit je veux rester dans le milieu du foot qui m'a tant donné, parce qu'évidemment, avec toutes ces années, elles ont vraiment apprécié jouer au soccer. Donc, dans le fond, c'est un désir de vouloir redonner aux autres. Ce qu'on s'est dit, dans le fond, notre résultat comme club, ce serait vraiment de cibler les jeunes qui pourraient quitter pour essayer de les maintenir dans le club. Alors, évidemment, il y a ça qu'on peut faire comme première action. Les joueurs qu'on voit peut-être plus âgés, de les approcher juste avant, quand on sent peut-être qu'on pourrait les perdre, de les approcher pour leur parler d'opportunités de coaching, par exemple. L'action 2, là, si on recule un peu dans le temps, déjà comme commencer avec les plus jeunes, même aussi jeunes que 14 ans, pour leur parler de coaching, qui sont encore dans leur carrière de soccer, mais de tout de suite leur parler d'opportunités de premier emploi, par exemple, commencer avec les plus jeunes de mini-champions, par exemple, de 4 à 8 ans. Ça pourrait déjà une opportunité pour eux. Puis, même ce qu'on disait comme troisième action là-dedans, pour bien les accompagner, ces jeunes-là, c'est d'offrir des formations internes. Il y a quand même moyen de donner des cours de pédagogie, donner des conseils de base pour enseigner les exercices, mais aussi de les encourager à faire les formations, soit PNCE, soit même les S1, S2, S3, formations aussi qui peuvent se donner sur les premiers soins, sur l'arbitrage, vraiment les garder intéressés, dans le fond, par le soccer. Puis on disait aussi que s'ils les faisaient tous ensemble, c'est peut-être aussi moins intimidant à ce moment-là de faire en sorte qu'ils veulent participer, ils veulent se renseigner, puis peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir une passion pour le coaching. C'est ce qu'on espère faire. C'était ça. Parfait. Merci beaucoup, Vicky. On va poursuivre avec l'équipe numéro 4. C'est Isabelle, je crois. Hein? Oui, je suis désolée, j'avais fermé mon micro. Ça va. OK. Alors, nous, c'était quitter, un moment qui marque la fin de l'expérience de la participante dans le club. On s'est aussi interrogé sur est-ce qu'on parle du retour à quitter pour la saison, quitter le club au complet ou quitter le monde du soccer. Fait on s'est vraiment... Notre point de départ, c'était vraiment le retour à la prochaine saison. Là. C'est par rapport à une saison. Donc, l'action, c'est arrêter de jouer pour les joueuses. Réflexion, on s'est demandé qu'est-ce qu'elles veulent retirer de ce sport-là, de cette expérience-là. Ressenti, on avait soulevé l'incertitude,
l'importance de l'esprit de famille, la hâte de revenir au sport, revenir pour les amitiés. Ensuite, le résultat visé, c'était évidemment pour nous, c'était le retour à la prochaine saison, que la joueuse revienne au club pour la saison prochaine. L'action 1, c'était ce qu'on pensait faire, c'est un retour sur la saison avec des sondages, mais aussi tout au long de la saison, essayer de faire un retour sur des moments dans la saison pour voir comment ça se passe pour les filles dans leur groupe. L'action 2, c'était garder contact tout au long de l'année, c'est-à-dire même si, par exemple, là, avec la pandémie, les pratiques s'étaient arrêtées, les matchs étaient arrêtés, c'était essayer de garder un contact pour s'assurer qu'il y avait comme un esprit de communauté. Et quand c'était possible, promouvoir les sorties, les activités d'équipe ou les galas, les soupers, toutes les activités qu'on était capable d'imaginer. Et l'action 3, c'était encourager l'inscription avec un parrainage, avec incitatif de rabais. Donc, monter un espèce de mode de parrainage où on encourageait les joueuses à, écoute, amène une amie et on va te donner un rabais pour l'inscription. Alors, c'était ça. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Il nous reste l'équipe numéro 2. Bonjour, donc je pense que ça va être moi pour la présentation pour l'équipe 2. On parlait, nous, du moment où les joueuses, seules ou avec leurs parents, sont présentes au chalet du club pour faire leur inscription au club. L'impression qu'on avait, c'est donc qu'elles venaient pour s'inscrire au club, qu'elles avaient fait une réflexion pour s'assurer d'avoir fait le bon choix de venir s'inscrire au club dans ce sport-là, puis d'avoir le ressenti d'être contente ou satisfaite d'avoir procédé à leur inscription. Le résultat qu'on visait, c'était donc d'avoir une hausse des inscriptions. Pour ça, on voulait que l'expérience soit la meilleure possible pour la joueuse qui vienne s'inscrire. Les 3 idées d'action qu'on avait eues, donc, dans un premier temps, c'était de s'assurer d'avoir une présence du soccer féminin dans le chalet du club. Là, on parlait des fois, quand tu rentres dans le chalet du club, tu as des armoires à trophées, des bannières ou des éléments comme ça. Ben là, on se disait peut-être réserver une section au soccer féminin avec des photos d'équipes, les trophées qui ont été remportés par les équipes féminines. Vraiment d'avoir un aspect pour montrer que le soccer féminin est présent pour le club et qui est important. Pour les journées d'inscription, s'assurer d'avoir une personne responsable du soccer féminin présent pour pouvoir parler avec les joueuses et répondre à leurs questions ou à leurs interrogations si jamais elles en ont. Et c'était en lien avec l'action numéro 3. C'était en fait de faire en sorte que lorsque la joueuse a ou va signer son bordereau d'inscription, que ça soit pas juste je signe puis je m'en vais sans savoir vraiment où j'ai mis qu'est-ce que ça implique, mais de lui donner de l'information concrète sur voilà, là tu vas t'inscrire, ça veut dire qu'il va se passer telle chose, ton équipement il va être comme ça, tu vas le recevoir de telle manière, tu vas avoir des pratiques qui s'en viennent à telle date. C'est encore mieux si la fille qui vient s'inscrire, c'est son futur son ou sa future coach qui est présente à la journée d'inscription. Mais ça, c'était vraiment donc dans l'idée de la rassurer, de la féliciter pour lui dire qu'elle a fait un bon choix puis que ça va bien se passer. Parfait. Merci beaucoup pour ce partage, Éric. Je vais reprendre le contrôle, Montserrat, pour le reste de la présentation. Oui, vas-y. Je suis capable. Je suis capable. Trouve le bon bouton. Ça sera pas long. On fait juste trouver les bons écrans, puis on va être bon. Là. Alors, share screen. En attendant, Monse, je pense qu'il y a 2 interventions dans le chat. Je vois un petit 2, mais je n'ai pas vu quels sont les commentaires. Oui, c'était une suggestion de Romain qui nous suggérait de partager justement le
le Jamboard pour les visuels. OK, puis, parfait. Juste vous dire que ça, on va le sortir, on va vous l'envoyer aussi là, la documentation. Oui, effectivement. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Alors, je tiens à féliciter chacune et chacun d'entre vous pour ces petites perles que vous venez de créer et de partager. Je vous rappelle que toutes ces bonnes idées sont compilées et vous seront acheminées dans une boîte à outils là, que nous vous ferons parvenir dans quelques jours. Vous y trouverez, en plus de la présentation d'aujourd'hui et de vos actions concrètes, un gabarit pour reproduire l'exercice dans vos clubs au besoin, un exemple associé au soccer, des statistiques et des liens web d'organismes en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je tiens aussi, en terminant, à vous dire que je suis très fière de ce qui a été accompli aujourd'hui, non seulement de ce travail de création de solutions concrètes que vous avez réalisé, mais aussi du partage interclub qui a permis de nourrir les réflexions et de travailler toutes et tous ensemble à la cause des filles et des femmes dans notre sport. J'ai aussi vraiment hâte de vous convier au lancement de notre réseau social réservé à cette cause dans les prochaines semaines et de vous y revoir toutes et tous en train de poursuivre cette initiative d'aujourd'hui. C'est en unissant nos efforts et en misant sur la collaboration que nous obtiendrons les meilleurs résultats pour nos filles et nos femmes du soccer et dans les meilleurs délais. Merci beaucoup de faire partie de cet effort collectif. Maintenant, passons à la période de questions. Est-ce que j'imagine que cet exercice-là... Oui, Monse, tu avais une question? Ben, moi, je l'ai rajouté là. Oui! En fait, ben, c'est ça, je voulais aussi vous féliciter. Puis... les exemples, les actions que vous avez nommées, je pense que c'est des choses qu'on vit tous les jours au niveau des joueuses. Puis, pour vous guider dans vos actions, moi, ce que j'aurais comme conseil à vous apporter, c'est aller poser la question aux principales intéressées, que ce soit les joueuses, que ce soit les parents, et que ce soit aussi les éducateurs et éducatrices qui sont en lien direct avec les joueuses. Donc, par exemple, la réalité que votre éducatrice de U8, où c'est la première fois que la majorité des filles commencent, bon, c'est le U4, U5, ben, des fois c'est un peu le lien social, il est plus présent, n'a peut-être pas la même réalité de l'éducateur ou éducatrice U16 compétitif, où les filles sont avec d'autres objectifs. Donc, peut-être dans vos différentes actions, que ce soit attirer, inscrire, l'expérience utilisatrice va varier aussi. Puis je vous ramène encore là à la présentation en début par rapport au stade de développement. Mais poser la question parce que des fois, nous, on est tellement la tête dans nos paperasses puis dans nos statistiques que des fois, juste poser la question « Hey, toi, tes filles, qu'est-ce qu'elles veulent pour la saison prochaine? Qu'est-ce qui fonctionne? » Et on est capable de mieux s'adapter. Excellent point. Excellent point, Mansera. Puis je vous amène aussi dans une autre sphère, les biais inconscients. Vous, en tant que club, vous avez un positionnement face à ce qui se passe. Vous avez des idées préconçues, des fois, de ce qui devrait être fait, alors que ça ne répond peut-être pas à l'ensemble de la clientèle que vous voulez toucher ou même vous passez carrément à côté. Valider ces informations-là en passant comme par la source, comme Mansera dit, il n'y a rien de mieux. Ça, c'est clair. Donc, merci, Mansé, pour cette intervention précieuse. Maintenant, est-ce qu'on... Des questions, ouais, c'est ça, on est à la période de questions. Si vous avez des questions, levez la main virtuellement, puis Mansera, tu vas être le chef d'orchestre là-dessus parce que je vois pas le chat. Oui, allez-y, levez la main ou juste ouvrez votre micro, puis on est en petit comité, allez-y. On est capable de gérer, là, on est passant. Tout est clair? Wow! Bonne. OK, ben je vais continuer à parler, je suis pas pire là-dedans. Non, c'est une blague. Mais ce que je voulais juste vous dire aussi, je l'ai dit dans certaines des équipes que j'ai visitées, quand vous allez faire l'exercice ou refaire cet exercice-là dans vos clubs ou en équipe, peu importe, essayez toujours de conserver l'objectif de trouver des actions concrètes qui se font immédiatement, des petites actions. Découpez les grandes actions que vous voudriez faire en petites actions pour pouvoir passer à l'action rapidement avec des petits quick wins qu'on appelle. Vaut mieux avoir plusieurs petits gestes qui vous mènent vers une solution viable qui vont être des moments où vous allez pouvoir justement vous enrichir de ces informations-là aussi, que d'avoir le gros éléphant à manger, on ne le mange jamais d'une bouchée. Alors, n'hésitez pas
à focusser sur des petites actions concrètes, même si vous dites, ouais, mais c'est un peu insignifiant. Non, c'est pas insignifiant. Chaque petit geste compte. Je vois Stéphanie qui a la main levée. C'était-tu la première? Oui? OK. Vas-y, Stéphanie. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis je me demandais si ça n'aurait pas été le fun aussi de voir l'association régionale faire le même exercice, tu sais, de voir vos idées à vous, comment, concrètement, aux mêmes étapes, parce qu'il y a peut-être des idées que les clubs n'ont pas, puis que peut-être que, parce que vous voyez d'autres associations régionales aussi. J'imagine que vous discutez des fois avec d'autres. Oui. Donc, c'est un peu intentionnel. c'était plus de voir. OK. Mais par après, je comprends que là, vous vouliez nous faire parler, nous, mais a posteriori, tu sais, je me dis, vous allez nous transmettre les informations, mais aussi, tu sais, ça serait bon, ça serait le fun, ça soit enrichi de vos propres expériences. Là. Je vais répondre, Montserrat, si tu permets. En fait, il y a 2 volets dans ce que tu nous demandes. Je vais le séparer en 2 volets. Le premier volet, c'est, première des choses, Concordia a une vue d'ensemble qui n'est pas celle de vos clubs et qui ne correspond probablement pas à la réalité très typique de chacun des clubs parce que chacun a sa réalité. Sa clientèle est différente. Souvent, les groupes d'âge sont différents aussi, sont pas nécessairement complets. Donc, vous avez besoin d'actions qui sont concrètes typiquement dans votre réalité. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est que cet exercice-là, oui, il est super intéressant, puis oui, on va probablement le refaire d'abord à petite échelle dans l'ADSF même. On va probablement refaire ce type d'exercice-là. Par contre, on l'a fait à grande échelle, c'est-à-dire que quand on a fait le diagnostic avec Égal Action, nous, on avait 8 recommandations qui se trouvent un peu à être les sujets, les résultats visés, qui se sont déclinées en 38 actions concrètes et qu'on est encore en train de travailler là-dessus. On a réalisé 36,5 là, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. Fait que cet exercice-là n'a pas été fait de la même façon, mais il était conçu dans le même détail, sauf qu'il n'a pas été conçu selon le modèle de l'expérience utilisatrice pour l'instant. Mais oui, effectivement, ce serait quelque chose d'intéressant si notre équipe est intéressée, oui, à faire, peut-être aussi à partager, mais je suis pas certaine que cette réflexion-là se ferait pas au niveau de Concordia, au niveau de l'ADSF. Et oui, il y a des actions qui pourraient être intéressantes pour vous, mais je pense que vous avez besoin de faire cet exercice-là dans vos réalités pour aller vraiment à la source de ce que vous avez besoin. Puis j'ouvre la porte aussi si par exemple avec la création de la commission responsable de ce casting des clubs, c'est un exercice qu'on peut s'y passer à travers, mais n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit coucou, un petit courriel si des fois Steph me dit écoute, nous on l'a fait à travers, est-ce que on se prend un petit 30 minutes cette semaine, puis on va voir un échange d'idées, ben ça va me faire plaisir là. Excellente idée au niveau des responsables de soccer féminin aux commissions qu'on tient. Puis dans les futurs, si vous avez besoin qu'on revoie cet exercice-là, ça va être avec très grand plaisir qu'on va le refaire, absolument. François avait la main levée, Chantal. Bonjour François. Oui, bonjour. Je voulais juste ajouter effectivement au niveau des réalités différentes qu'il y a pour chaque club, c'est sûr que nous, on fait constamment une sorte de réflexion aussi parce que dans notre secteur, une chose qui est un frein malheureusement beaucoup au soccer féminin, c'est la réalité que je dirais socio-écono-démographique où effectivement on fait face beaucoup à des réticences ou des préjugés défavorables envers le soccer féminin malheureusement ancrés en partie culturellement, mais aussi économiquement. Donc, alors, oui, on fait des réflexions, mais ça serait intéressant qu'on puisse peut-être entendre à la fois l'association régionale et peut-être d'autres clubs sur quelles autres pistes de réflexion, quelles autres disons, possibilités, moyens, quelles autres avenues donc ont été pensées. Parce qu'effectivement, moi j'ai déjà entendu parler effectivement des fois des parents qui étaient réticents à l'idée que leur fille participe, prenne part au soccer, parce que
c'était pas un sport féminin parce que j'ai entendu des trucs du genre, oui, ça va lui déformer les mollets, des trucs comme ça. Alors, et puis il y a la réalité aussi économique. Alors, bon, dans notre secteur, il y a quand même beaucoup d'immigration récente. Les jeunes garçons viennent massivement participer, mais souvent les familles vont peut-être trouver les moyens financiers de pouvoir inscrire un ou deux de leurs fils, mais leur priorité, ça va être sur les garçons. Et ils n'auront pas nécessairement l'argent, effectivement, pour inscrire leurs 3 ou 4 enfants. Donc, je peux avoir un début de piste de solution à vous proposer. Par contre, c'est noté, c'est un autre bon sujet pour la commission des responsables de soccer féminin de se pencher sur ce sujet-là. C'est intéressant. Moi, je pourrais d'abord et avant tout dire que je suis très au fait, je ne sais pas si les gens le savent, mais j'ai été aussi présidente d'un club de soccer dans l'association. Puis, pour avoir vécu les mêmes réalités auxquelles toi tu fais face et plusieurs autres clubs, évidemment, il y a des pistes de solutions à ce niveau-là, comme par exemple la fondation Jumpstart. Comment ça se dit en français déjà? C'est Bon Départ. Bon départ. Oui. C'est ça. La fondation Bon Départ, c'est un bon moyen d'essayer de justement pallier au fait que les moyens financiers n'étant pas suffisants, on choisit d'inscrire certains des enfants et pas d'autres. L'autre portion de cette réponse-là va se diriger sur les réseaux sociaux, le réseau social, entre autres, qu'on s'apprête à créer, où on va diffuser là-dedans plein d'autres occasions de sensibiliser cette clientèle-là une fois qu'elles sont abonnées, où vous pouvez leur transférer cette information-là via le club, à l'effet que dans certains pays qui sont culturellement, comme tu disais tantôt, moins sensibles à la cause des filles, comme par exemple je pense que c'est en Tunisie, ils ont maintenant une équipe de soccer féminin qui évolue à haut niveau. Donc, des fois, les gens, ils ont quitté leur pays avec une culture qui était à l'époque, qui était celle-là, et ils ont besoin de connaître, de se rassurer, de dire que dans leur culture, ça se fait aussi. Donc, il y a des différentes options qui peuvent être prises, mais sérieusement, un bon sujet, excellent sujet pour la commission des responsables de soccer féminin de club. Merci beaucoup, François. Il y a Frédéric qui a la main levée aussi. Y avait-tu d'autres personnes avant, Monse? C'était Fred le prochain. Comment? Une, deux. Vas-y, Fred. Vas-y, Fred. Alors, merci pour la présentation. Je me rappelle, lors d'une sélection régionale ou un jeu du Québec, il y avait un groupe de filles Concordia, puis il y avait une petite fille, Mariana Mazza, qui était une folle du soccer. Et je sais que les gens utilisent souvent des vedettes pour encourager les filles à jouer. Je me demandais si Concordia, étant donné qu'elle a joué pour Concordia, Mariana Mazza, est-ce que ça se peut qu'on puisse la contacter au nom de Concordia et puis de voir qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que je pense qu'elle est très, très rassembleuse, cette fille-là, puis je pense qu'elle motiverait beaucoup de filles à jouer au soccer. Excellente suggestion. Encore une fois, je pense que ça vaut la peine de se pencher sur cette idée-là et cette proposition-là. Assurément, pourrait bien cadrer, dépendamment de l'accessibilité de la personne puis les moyens financiers exigés pour avoir sa participation, évidemment. On a quand même des fonds là, pour supporter ça, puis ça nous ferait plaisir de pouvoir avoir une intervention de ce style-là. Soit une figure, une personnalité publique comme elle, soit encore, on a des championnes olympiennes là, qui ont passé à travers nos organisations de soccer québécoises. Fait que ce serait intéressant aussi d'avoir ce type d'intervention-là. Absolument, c'est noté. Merci Frédéric pour la suggestion. Oui, puis c'est sûr, dans ces... on a discuté aussi un peu dans le mouvement là, des réseaux sociaux, de la promotion. C'est sûr qu'on va aller chercher en quelque sorte des ambassadrices si on veut, mais des modèles que les filles connaissent et qu'elles apprécient beaucoup aussi dans vos clubs. Des fois, les jeunes femmes aiment ça revenir aux sources puis donner aux suivantes que se sentent flattées. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on va faire un certain moment appel à vous, vos connaissances,
des femmes, des jeunes filles qui ont évolué, qui ont des parcours intéressants pour nous les référer, travailler en collaboration avec vous, les clubs, pour les mettre en valeur. Donc, c'est dans les prochaines étapes. Ce sera peut-être pas demain parce qu'on a une base au niveau du réseau social à développer, mais quand ça va être établi, je pense que on va pouvoir. Puis, je vous ramène aussi un peu à votre réalité de club, dans le sens où d'utiliser les filles qui évoluent à de haut niveau, par exemple du U18 ou du senior, puis de les utiliser comme modèles, soit qui sont des entraîneurs, mais même s'ils sont pas des entraîneurs, des fois venir donner une clinique aux plus jeunes, des fois ça les motive énormément parce que là elles peuvent s'identifier à c'est pas une vedette, c'est une fille qui est proche de moi, puis cette fille-là a réussi à se rendre là et moi aussi, je suis capable. Donc, des fois, l'accessibilité, c'est aussi quelque chose de gagnant. Donc, oui, effectivement, c'est une option à évaluer. Frédéric, tu as encore la main levée. C'était-tu la vieille main ou c'est la même? Ouais, c'est la vieille main. Pourquoi elle n'est pas partie, là? Je sais pas. C'est correct. On va passer au suivant. En réaction, on peut baisser la main aussi. Ah, OK, d'accord. Hey, il y a Luciano qui est là. Bonjour, Luciano. Luciano, vas-y, t'as levé ta main. Non, j'ai levé ma main parce que je voulais seulement dire, avec mon expérience depuis je dis 40, 50 ans, j'étais entraîneur, président du club, président de la région, puis j'ai trouvé beaucoup de fois des filles sur le terrain de soccer, comme je dis à mon équipe dans la chambre, qui n'avaient pas l'argent pour jouer, puis ils voulaient jouer au soccer. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai payé moi-même de mes poches pour les faire jouer, mais ils sont devenus des vedettes dans le soccer, dans le 3. Puis ça prend beaucoup de courage. Puis, comme je vous dis, arrêtez pas de demander l'expérience du monde autour de vous. Là. On peut toujours vous aider avec des conseils, avec des ressources. C'est pas un problème, on est là pour ça. Exactement. Merci, Luciano. Effectivement, Luciano fait même partie de notre comité de la DSF. Il va être assigné à tout ce qui est le financement. Donc, pour certaines des options qui seront évaluées soit par la DSF, soit par la commission des responsables de soccer féminin de club. Merci Luciano pour prêter main forte si on a besoin de sous. On sait qu'on peut compter sur quelqu'un aux compétences non discutables. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des interventions? C'est pas nécessairement des questions, ça peut être des suggestions ou des commentaires sur votre expérience d'aujourd'hui. Comment vous avez trouvé ça? Avez-vous aimé votre deuxième expérience? Pour certains, en virtuel, c'est pas évident, mais est-ce que ça répond quand même à vos besoins? Est-ce qu'on continue sur cette lignée? Je pense que ça fait le tour. Si vous avez aussi des commentaires pour la suite, envoyez-nous un petit courriel, soit le courriel des communications où vous avez reçu le lien, le courriel de la DSF ou le mien. Il y a pas, on va être bien très content. prochainement. Ouais, et très prochainement, on va pouvoir se parler via un réseau social. Si vous avez des suggestions, vous allez pouvoir nous contacter par ça aussi si vous avez des questionnements ou des besoins qu'on intervienne pour qu'on vous donne un coup de main. Sur ce, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Sans vous, rien de tout ça serait possible. Merci de tenir le fort en période de pandémie dans vos clubs. On sait comment vous avez des grands cœurs. Merci beaucoup. Merci.